Alors, revenons à Richard Millet, qui a notamment écrit un pamphlet, on peut dire, hein, Oui. de l'antiracisme comme terreur littéraire. Alors, il écrit des choses très fortes là-dedans, hein. Et il écrit... C'est surtout une réponse à ces détracteurs, qu'il en a un peu assez d'être traité de raciste depuis un certain nombre de mois. Mais nous vivons dans une époque d'intolérance, c'est ce qu'il explique. Comme il défend un certain nombre de valeurs, on le traite maintenant de raciste. Donc il a décidé d'y répondre avec fermeté et détermination. Alors voilà ce qu'il écrit, page 32 de ce livre, de l'antiracisme comme terreur littéraire. Ainsi, constatant que je suis le seul blanc dans la station de RER Châtelet-Les Halles à 6 heures du soir, ou déclarant que je ne supporte pas de voir s'élever des mosquées en terre chrétienne, ou encore trouvant que prénommer à la 3e génération ces enfants Mohamed ou Rachida relèvent d'un refus de s'assimiler, c'est-à-dire de participer à l'essence française, tout cela ferait de moi un raciste. Et il est en effet maintenant régulièrement un peu, d'ailleurs, pas pour les mêmes raisons, mais il est comme Renaud Camus, il est ostracisé, il est marginalisé, et on voudrait pouvoir le bâillonner. Alors vous n'hésitez pas quand même à l'éditer. Je me souviens d'une émission récente à France Culture où il était l'invité d'Alain Finkielkraut pour un précédent essai que j'ai publié intitulé Fatigue du sens, qui a d'ailleurs obtenu le prix des impertinents il y a quelques semaines. Eh bien, ce passage à France Culture, dans l'émission d'Alain Finkielkraut, lui a valu un tombereau d'injures. Il a fallu que le médiateur de la chaîne prenne la parole pour... C'est une très mauvaise chaîne, je sais bien que vous on y a avez fait quelque assisté chose. là, c'est un résumé du climat actuel dans ce pays. Alors, dans notre pays, on dit beaucoup de choses, et donc Richard Millet, dans ce livre, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, de l'antiracisme comme terreur littéraire, dit notamment ceci: et donc raciste aux yeux de nos dévots, celui qui ose s'interroger avec Lévi-Strauss sur le seuil de tolérance à ne pas dépasser quant au nombre d'étrangers qui s'installent dans un pays, surtout s'ils le font avec le dessein de ne pas s'assimiler à la population indigène. Le verbe s'intégrer ne disant qu'imparfaitement le devenir français de l'étranger, et l'assimilation supposant un renoncement à ce qu'on a été, une manière de conversion tout le contraire du communautarisme qui ravage l'Europe et l'Amérique du Nord. Voilà. Et donc, oui, je signale au passage aux auditeurs de Radio Courtoisie que la notion de seuil de tolérance est une notion scientifique. Quentin Debré qui relève, qui a été découverte par l'école des sociologues de Chicago dans les années 1920, certains Richard Parker, je crois, qui ont observé comment l'arrivée de Noirs dans une rue peuplée de Blancs faisait qu'à partir de 10% de Noirs dans la rue, ou de 15%, les Blancs partaient. C'est ce qu'on appelait en anglais la fuite des Blancs, la white flight. Bon. Et donc on a appelé ça le seuil de tolérance en français, mais en fait l'expression américaine, qui date des années 50, et donc postérieure aux travaux de l'école de Chicago qui ont décrit le phénomène, c'est tipping point. En fait c'est le point de rebroussement, le point d'inflexion, le tipping point. Seuil de tolérance. Expression qui, à une certaine époque, a été employée aussi bien par François Mitterrand, président de la République, que par Jacques Chirac, candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, c'est diabolisé. Or, c'est un phénomène sociologique. Les gens de l'école de Chicago, des années 1920, étaient des gens de gauche qui trouvaient ça désastreux, qui regrettaient ce qui se passait. Mais ils observaient le phénomène. Voilà, les Noirs arrivent dans une rue où il n'y a que des Blancs, dans un quartier où il n'y a que des Blancs, et à partir d'un certain seuil, les Blancs s'en vont. C'est un fait. On peut dire que c'est très mal, que les Blancs sont très méchants, ils devraient rester. Ils s'en vont. On observe, c'est un phénomène sociologique objectif, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon. C'est ce qui se passe évidemment dans beaucoup de quartiers. D'ailleurs, c'est le quartier de Harlem à New York est un bon phénomène. C'est-à-dire que c'est au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe que ce quartier blanc est devenu noir. Progressivement, la proportion de noirs a monté, et puis ensuite, au-delà du seuil de tolérance, les blancs sont partis très vite. Et c'est devenu un quartier intégralement noir. Et d'ailleurs, quand on veut aller visiter les cloîtres, je n'ai pas dit les cloisters, hein, j'ai dit les cloîtres, à New York, on est obligé de traverser ce quartier-là. Ah ben j'ai donné un exemple à l'antenne de Radio Courtoisie, mais je ne résiste pas à l'envie de le répéter. C'était en 2000. Je vais à New York avec ma femme et nous faisons le tour du nord de Manhattan. Alors on monte dans un autocar à Impérial. Nous partons de l'hôtel, qui était évidemment dans un quartier blanc, pas Harlem, et le chauffeur est blanc. Et juste au moment où l'autocar arrive à la limite de Harlem, l'autocar s'arrête, le chauffeur blanc descend,
Il est remplacé par un chauffeur noir. Et ensuite, nous avons fait une seule halte à l'intérieur de Harlem, dans une espèce de petits centres pour touristes, entourés par des fils de fer barbelés avec des gardes. Et c'était en 2000, c'est-à-dire après Giuliani et le retour à la sécurité. Alors qu'est-ce que ça aurait été avant, hein? Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et je te dirais, bon, les auditeurs de Radio Courtoisie, s'ils sont en région parisienne, savent qu'il y a des quartiers de Paris, et en tout cas des quartiers de la région parisienne, où on ne va pas. On ne va pas. Voilà.